Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et oui, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, Histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15 heures des histoires exclusives. Voilà, donc je vous invite à aller vous abonner à la première et deuxième chaîne YouTube. Voilà. Donc, on va écouter. Merci beaucoup à tous ceux qui donnent la force au mouvement, à tous ceux qui commentent, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent. Installez-vous, on va commencer rapidement avec la première histoire. Bonsoir DMG TV. Je monte pour la première fois à raconter mon histoire. C'est depuis un bon bout de temps que je vous suis et je crois vraiment que le travail que vous faites est vraiment très important pour nous, pour les uns et les autres. Ce qui fait que je ne cesse de recommander à la chaîne, à mes frères, à tous ceux que je connais vraiment pour que chacun puisse être édifié. Alors, mon histoire s'est passée quand nous étions tout petits. Je crois que j'avais 12 ans par là. Nous étions allés au village pour passer les vacances, aider grand-mère dans les travaux champêtres. Alors, cette période-là, nous étions allés au champ toute la semaine. Et il était question que le dimanche, on se repose, on fait les travaux ménagers pour reprendre le champ le lundi. Mais grand-mère, elle avait décidé d'aller toujours au champ. Et elle a dit bon qu'avec 15 heures, il fallait qu'on vienne la chercher. Ce que ma cousine et moi, on a fait. Vers 15h30 par là, on s'est mis en route pour la direction du champ. Sauf qu'à un niveau, il y avait une cabane. Voilà, quand on enterre peut-être un mort, on lui fait une petite maison. Voilà, on lui fait une petite maison. Et la maison là était dans la brousse, dans la paille. C'est comme ça donc qu'on arpente le sentier. On voit au loin un homme tout vêtu de... comment on appelle ça? Un manteau, voilà, un manteau avec un chapeau large bord qui est en train de venir. Plus il vient vers nous, plus il devient long. Plus il vient vers nous, il devient long. Ah! C'est comme ça donc arrivé à un certain hauteur. Il était déjà devenu tellement long que on a pris peur. On s'est mis à crier dans tous les sens. Et moi, j'ai juste dit Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. C'est comme ça qu'on s'est donc mis à courir en direction, puisqu'on ne pouvait plus rebrousser chemin. Il fallait aller chercher grand-mère. Et on était plus loin de là. C'est comme ça donc qu'on court jusqu'à arriver au champ. On la trouve, on lui raconte donc ce qui s'est passé en route. Elle nous demande donc de vite faire les sacs et de rentrer pour qu'on lui montre exactement là où est-ce qu'on a trouvé l'obstacle. C'est comme ça donc au retour on lui montre. Elle dit donc qu'elle a compris. C'est en fait après qu'elle explique à mon père que c'était un papa qui avait été enterré là-bas, un monsieur qui avait été enterré là-bas. Et que ce monsieur même de son vivant était très compliqué en fait. Donc il sortait, comme on dit généralement. Il sortait, donc on avait vu un fantôme. Et bon, quand on est rentré, elle nous a fait lécher certains produits. Voilà, les astuces des grands-mères, là, nous a fait lécher certains produits. Donc, c'est comme ça qu'elle nous a fait certains bains. Et elle nous a demandé de ne plus penser à ça. Bon, toujours pendant les mêmes vacances. Là, c'est maintenant un interdit qui venait de mon grand-père. Il nous avait dit que quand on part au champ, on doit rentrer le plus tôt pour puiser de l'eau au marigot. Car à 19h, il ne veut plus voir quelqu'un au marigot en train de puiser de l'eau. Mais sauf que ce jour-là, on est déjà rentré vraiment tard. Et il n'y avait aucune goutte d'eau à la maison. C'est comme ça donc que la grand-mère dit qu'allez puiser de l'eau. On descend, mon grand frère, ma cousine, mon neveu et moi, nous étions 4 en fait. Chacun avait son seau d'eau. On se met à puiser.
Juste à ce que quand moi, je suis en train de faire le plein de mon seau, je sens d'abord un frémissement. Déjà qu'il y avait la peur de descendre dans la nuit. Mais ce que j'avais vu, je ne l'avais pas vu seul. J'étais la deuxième à voir ça. Quand ma cousine a d'abord vu ça premièrement, c'était une panthère. Quand elle a vu, elle a laissé le seau, elle s'est mise à fuir. On se disait peut-être que, mais qu'est-ce qui ne va passer? Quand j'arrive, donc c'est quand moi je soulève dans la tête, je vois dans la panthère devant moi avec les yeux tout orange. Et avec ses taches sur lui, les taches, voilà. Une grosse panthère comme ça. C'est comme ça que paniqués, nous tous, nous prenons donc peur. Nous fuyons. On arrive donc en criant à la maison. Et on relate cela à la grand-mère. Curieusement, on n'a pas compris. Ma grand-mère est sortie, s'est bavardée dans la cour, puisque la maison de mon grand-père la maison de mon grand-père était juste dans la concession, quoi. Donc, c'est le successeur même à mon grand-père. C'est parce que mon grand-père, père à son âme, il était décédé. Donc, c'est le successeur à mon grand-père. La grand-mère bavarde, elle bavarde, elle bavarde. Elle dit si quelque chose arrive à l'un de mes petits-fils, ce qu'on ne va pas seulement vous dire. Elle bavarde, elle bavarde. C'est comme ça donc que le successeur de mon grand-père là vient à la maison, lui dit que, nous dit qu'il nous avait, bon, il est venu plutôt nous gronder, que je vous avais dit quoi? De ne jamais aller à l'eau à plus de 19 heures, que même 19 heures c'est déjà tard. Vous ne m'aviez pas compris. Je vous avais dit ça. Donc c'est comme ça que après ma grand-mère quand elle a fini de bavarder dans la cour, elle nous avait lavé avec l'eau salée. Il y avait certaines elle nous avait demandé de nous laver avec de l'eau salée. Donc un bain qu'elle avait préparé, elle avait demandé qu'on se lave avec. Bon, c'est quand au fur et à mesure que j'ai grandi, que j'ai compris vraiment un certain nombre de choses concernant le successeur de mon grand-père, quoi. Que donc cette panthère, en fait, c'était comme ça lui, quoi. Et c'est pour ça qu'il était venu nous interdire de ne pas aller à l'eau à une certaine heure. Bon, voilà, je vous remercie. C'était la toute première fois et puis j'espère que ça va aussi aider. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire et là on passe à la deuxième histoire. Bonsoir, bonsoir, DMG. Ça, c'est ma deuxième histoire pour ce soir. La deuxième histoire, nous allons l'intituler L'enfant né. Alors, l'enfant né, c'est ma propre histoire. L'enfant né, c'est ma propre histoire. C'est mon aîné, donc mon premier fils, mon premier garçon, mon premier. Alors, c'est comme ça que je tombe enceinte dans les années 2001 de mon premier fils et j'étais très en retard. J'étais très en retard pour les filles de mon âge parce que j'ai fait mon premier fils, je pense que j'avais quel âge? Je peux avoir 20 ans, 22 ans, 23 ans comme ça. Donc ici, généralement, c'est un peu tard pour une personne de cette époque-là. Alors, c'est comme ça que quand je tombe enceinte, avec beaucoup de bruit. Quelque temps après, mon homonyme, donc le grand frère à ma mère, qui avait pris mon nom, je porte son nom, c'est comme ça que lui, il est mort depuis 88 ou 85. C'est comme ça qu'il avait sa deuxième femme qui vivait encore. Et sa deuxième femme, elle était tradipratricienne. Alors, il va se manifester chez, je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer ou je ne sais pas. Je ne peux pas aussi nier, je ne sais pas. Il se manifeste chez ma femme là. Donc, c'est la femme de mon homonyme, donc c'est ma femme. Donc, il se manifeste chez ma femme et il dit à ma femme,
je ne suis pas très contente parce que mon homonyme est tombée enceinte. Je ne voulais pas qu'elle tombe enceinte maintenant, donc je ne suis pas contente. Et quand elle est enceinte, là, elle a un truc qu'on appelle la caga. La caga, oui. Ça veut dire que quand elle va mettre au monde cet enfant-là, elle mourra. Là, quelques temps après, la belle-sœur de ma mère là, arrive à la maison, elle le dit à ma mère. Et comme je tiens à signifier que je suis enfant unique de ma mère, donc ma mère n'a que moi, elle n'a mis que moi au monde. Donc, ce qui concerne ces choses de ma mère, elle a eu peur. Elle a eu peur. Et c'est une femme qui prie beaucoup. Donc, elle a eu peur. Sa belle-sœur, la manière dont sa belle-sœur aussi était venue le lui raconter, ça a fait en sorte qu'elle ait peur. C'est comme ça qu'elle s'est dit, bon, non, il faut que je traite l'enfant et tout ça. Parce qu'elle a entendu que non, elle mourra lors de l'accouchement. Ma mère s'est mise à... On a essayé de chercher à gauche, à droite. C'est comme ça que quelqu'un amène ma mère chez une tradipraticienne aussi. Et c'est comme ça que la tradipraticienne m'a fait toutes leurs séances. Là, moi, je ne croyais pas à ça. Je ne pouvais pas dire à ma mère que je ne croyais pas à ça. Mais comme elle était vraiment... Elle était... comment vous dire ça? Elle était anxieuse. Elle a peur de tout. Ma mère a peur de tout. Tout. Elle est chrétienne, mais elle a peur, surtout quand ça concerne son enfant et ses petits-fils. Alors, bon, moi, je partais pour faire plaisir à ma mère. Je pars, je fais ce que j'ai à faire. On m'a fait ce qu'on a à faire et tout ça, machin. Je sais à signifier que l'un des grands frères à ma mère avait refusé ça. Il a dit non, moi je ne veux pas ces choses-là. L'enfant n'a qu'à bien accoucher, elle va bien accoucher. Ma mère a tellement insisté qu'il s'est dit que ah, comme c'est ton enfant, vas-y, fais-le. Je l'ai fait, j'ai terminé le traitement. Alors, quand je termine le traitement et tout, on me donne quelques petits trucs et tout, je respecte ça. Le premier jour de cette grossesse-là, jusqu'au dernier jour, j'avais les maux dedans, ce qui est normal. Quelque temps après, je commence à avoir des douleurs. Je dois accoucher. Alors, je vais à l'hôpital. À l'époque, l'hôpital en question, c'était MJB. La maternité Joséphine Bongo, un truc comme ça, à Rovendo. Donc, je vais là-bas. La maternité existait encore. Je vais là-bas. Je fais ce qu'ils ont à faire. Les douleurs, les contractions ont commencé. J'ai commencé les contractions le matin. J'ai accouché 3 jours après. Donc, je fais 3 jours avec des contractions. Ce qui a encore plus mis la peur à ma mère au ventre. Et la peur à ma mère au ventre, donc elle avait tellement peur que elle se dit mais ça c'est quelle contraction qui fait 3 jours pour qu'une personne accouche et tout ça. Donc au moment où je voulais accoucher, parce que j'avais accouché vers les 2 heures du matin, 1 heure, au 3e jour j'étais fatiguée, je ne primais pas. Donc je vous assure DMG, quand on dit qu'une femme, lorsqu'elle est enceinte, elle est entre la vie et la mort. Elle est entre 2 mondes, en fait. Une femme est entre 2 mondes. Donc, j'arrive, la première femme puisqu'il y avait 3 lits. Et les 3 lits étaient occupés. Moi, j'étais la 4e personne. J'étais assise, j'attendais mon tour pour accoucher. Donc, la première femme a bien accouché. La deuxième... La 3e a accouché, la 2e avait des difficultés. L'enfant avait des difficultés à descendre. Donc, pendant qu'on lui demandait de pousser l'enfant, moi, j'étais assise en fait. J'étais assise. J'avais mes douleurs, vraiment des douleurs atroces. C'était un petit garçon. J'avais des douleurs atroces, mais à un moment donné, c'était comme si j'étais entre le réel et le réel et le brouillard. En fait, j'étais en un mot, je peux dire que j'étais entre 2 mondes, comme si je sais pas comment vous expliquer ça, quoi. Entre 2 mondes, en fait. J'étais entre le réel et le non réel, ou je sais plus comment vous dire ça, mais j'étais là, je regardais. Et tout d'un coup, aussitôt, j'ai vu comment l'esprit du bébé de la femme qui accouchait, j'ai vu comment l'esprit du bébé sort du bébé. Je vois ça à la salle d'accouchement, ça sort du bébé.
même pas 3 secondes, même pas 4 secondes, je reviens en moi. Tout d'un coup, j'entends seulement les infirmières dire, oh, l'enfant est en train de partir, l'enfant est en train de partir. Ils frappaient l'enfant. Rien, l'enfant, ils ont essayé de récupérer l'enfant. Elle a finalement perdu le bébé. Donc la dame, elle pleurait et tout ça, elle pleurait. Mais pendant tout ça, la dame pleurait, qu'on enlevait l'enfant, ils ont emballé l'enfant et tout ça. Moi, j'étais là, j'avais des douleurs, mais je regardais vers la dame. Et puis, j'ai encore eu ce truc-là. J'étais entre les deux mondes, comme si je voyais quelque chose, comme si... Maintenant, je voyais maintenant le bébé en question, qui était là, qui était comme quelque chose qui volait dans l'air. C'est comme ça qu'ils ont terminé, ils ont bougé la dame. La dame, et pourtant le premier lit était inoccupé, le troisième lit était inoccupé, mais le deuxième lit était, la dame était en train de quitter du troisième lit pour descendre du lit. C'est comme ça que l'infirmière me dit, oh non, madame, venez aussi vous allonger. J'ai dit quoi? Avec toute la douleur que j'ai dit, m'allonger où c'est? Au deuxième lit. En fait, l'enfant était toujours, la présence de l'enfant, l'esprit de l'enfant était toujours là. Et la dame voulait que j'aille dormir sur le lit où l'autre a perdu l'enfant. Je dis, mais attends, ce lit-là, la dame vient de perdre son enfant là tout de suite, là. L'esprit, là, encore là. Moi, je vais venir et puis le petit... En fait, j'avais parlé ça comme ça, j'avais complètement oublié ma douleur. Je dis, maintenant, moi, je vais venir m'allonger. Et le bébé, là, va appeler mon bébé, allons-y, on repart là où on part. Donc, les douleurs que j'ai eues pendant 3 jours, je vais perdre l'enfant là comme ça, quoi. J'ai dit jamais, je ne peux pas m'allonger là. J'ai dit, je m'allonge au premier lit. Ah, mais non, hein. La dame voulait maintenant me gronder. J'ai dit, madame, pardon, ça fait 3 jours que je suis ici. Et heureusement, il y avait une infirmière, une dame âgée. Vraiment, que cette dame-là, je cherche. C'est une dame vraiment, je ne sais pas, des infirmières du temps. Vraiment, à peine je me suis allongée, même pas 1 minute, j'ai accouché. Je fais sortir mon fils tranquille, bien. Mais la présence du bébé était toujours là. Je ressentais le bébé. Sa présence était toujours là. Après un moment, le bébé, il a attendu. Moi, je le voyais en fait, mais les infirmières ne le voyaient pas. Donc, le bébé attendait maintenant mon enfant. Mais mon enfant était là, il est bien né, il a respiré. Je ne sais pas comment il s'est dit que l'autre allait finir par le trouver. Après, il a attendu, je pense, 2 ou 3 minutes après. Tout d'un coup, l'esprit a disparu, il est parti. J'ai pris mon fils dans mes bras, j'ai dit, oh Seigneur, merci. J'ai commencé à prier. C'est comme ça que l'ancienne infirmière me demande, c'est comment ma fille? J'ai dit, ah, je l'ai raconté. Il me dit, oh, ici à l'hôpital, on voit beaucoup de choses. C'est un enfant qui ne voulait pas naître. C'est un enfant qui voulait, soit c'était sa mère qui partait, soit c'était lui qui partait. Il a préféré sauver la vie de sa mère, il est parti. Et quand toi tu es venu accoucher, quand toi tu l'as vu, il attendait l'autre, il se disait que l'autre aussi était loin. Mais l'autre a fait le choix de venir au monde et tout ça. Je dis, ah Seigneur. Donc, cette histoire-là, c'est tout simplement pour dire que lorsque nous nous rendons dans les hôpitaux, là, il y a des esprits qui errent, qui sont là. Il y a ceux qu'on n'a pas pu sauver, qui errent, qui sont toujours là, toujours là. Même lorsque nous allons accoucher, il faut toujours amener une Bible, on lit. Surtout nous les catholiques, il faut lire les trucs pour les défunts, lire pour libérer, pour ouvrir les portes à ceux qui sont à la présence de ce genre de partir. Parce qu'il y a certains qui sont de mauvaise foi, qui peuvent attirer les autres. Il y a d'autres qui viennent même parfois pour sauver. Sur ce, bonne soirée. Ce sont les 2 histoires que je dépose ce soir et on verra peut-être la semaine prochaine. J'ai déjà fait ma part pour cette semaine-là. Alors, partagez, likez et déposez les commentaires. Merci et que l'Éternel Dieu des armées nous guide et nous protège dans tout ce que nous faisons. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Bonsoir à toi DMG, bonsoir à toute la grande famille DMG. Abonnez-vous, likez et partagez. Alors aujourd'hui, je viens ici raconter une histoire que j'ai vécue quand j'avais 12 ans. D'ailleurs, c'est tout le quartier qui a vécu cette histoire. Mais j'ai été obligé d'aller voir ma maman pour qu'elle me raconte encore l'histoire à nouveau pour avoir une meilleure histoire.
L'histoire se déroule dans un quartier de Douala. Plus précisément à Douala 3e. Mais je vais taire le nom du quartier parce que certaines personnes vivent toujours et peuvent se reconnaître. Voilà, et puis ça me crée des problèmes. Alors, je vais prendre un nom par emprunt, Monsieur Albert. Monsieur Albert était un homme qui travaillait dans une petite société à l'époque, qui gagnait de façon modeste sa vie et qui avait, je pense qu'il avait 4 enfants. 4 enfants parce que ces enfants vivent jusqu'à aujourd'hui. Et il avait une femme que je vais surnommer Tata Rose. Alors un jour, Monsieur Albert rentre du travail, tout joyeux, en dansant, en chantant. Tata Rose dit, mais chérie, pourquoi tu es tout joyeux comme ça aujourd'hui? Il dit, chérie, à partir d'aujourd'hui, la galère est finie. On va sortir de la concession familiale. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'il a une promotion au travail. Oh, tout le monde est content. Tout le monde est content. Il annonce sa nouvelle à certains de ses frères. Bref, c'était la grande fête, la grande joie. Il prenait un poste qui lui permettait de gagner beaucoup plus d'argent et être véhiculé. C'est comme ça que peu de temps après, on lui donne son véhicule du travail. Oh, vraiment, quand nous on partait maintenant à l'école, pendant que nous on allait à pied, ses enfants étaient dans le véhicule, alors que parfois on partait tous à pied à l'école. Bon, c'est comme ça qu'il lance même le chantier de sa maison. Vraiment, il y avait l'argent. Le chantier allait très, alors là, très vite. Très vite. Le chantier étant fini, il s'est installé avec sa femme dans la maison. Mais le quartier n'était pas très grand. Vraiment pas très grand. Ça veut dire que quand il y avait un petit truc au quartier, tout le monde était au courant. Ça allait de bouche à oreille, et puis voilà, tout le quartier était au courant. On n'était pas nombreux, on était moins de 200 habitants à l'époque. Hein. C'est comme ça que sa femme tombe malade. Tata Rose tombe malade. On amène à l'hôpital, rien. On amène à l'hôpital, on ne voit rien. Elle fait presque 1 mois à l'hôpital. Quand elle sort de l'hôpital, la nouvelle se répand que Tata Rose est sortie de l'hôpital. C'est comme ça que ma maman aussi, elle part rendre visite à Tata Rose. Mais Rose, qu'est-ce que tu as? J'apprends que tu es malade. Et je dis à ma mère que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Les médecins ont fait les examens, mais on n'a rien trouvé. On m'a demandé de rentrer. Oh, mais ça c'est quoi? C'est comme ça que son état ne faisait que s'empirer. On achète des médicaments. À un moment donné, on est reparti avec elle à l'hôpital. On refait des examens, mais rien. Le médecin dit peut-être ça, ce sont des problèmes d'ordre mystique. Amener cette femme chez un prêtre exorciste. Le mari a dit non. Lui, il ne connaît pas les affaires du prêtre exorciste. Si l'hôpital n'a pas soigné sa femme, il va aller avec sa femme à la maison. Et c'est comme ça qu'il est parti avec sa femme à la maison. La nouvelle revient encore au quartier que Tata Rose ne va pas du tout bien. Ma mère repart encore. Quand elle arrive, elle est beaucoup plus mal que la dernière fois. Jusqu'au point où elle se plaignait de ne plus bien voir. Elle était presque aveugle. 1 semaine après, elle est complètement tombée aveugle. Et quelques temps après aussi, elle est décédée. Oh, la nouvelle se repart. Tata Rose est décédée. Tata Rose est décédée. Oh, vraiment, la femme là qui ne dérangeait pas une belle femme comme ça. Oh, ça pleurait dans tout le quartier. Comme nous, on était... Bon, je ne peux pas exactement dire le nom de la position que nous on occupait dans le quartier. Parce que s'ils disent ça, ils vont reconnaître. Donc, nous, on était un peu en haut de la colline. Il y a un nom qu'on a donné à ceux qui habitaient en haut de la colline et ceux qui habitaient sous la colline. Bon, je ne peux pas dire le nom là ici. Nous, on était au-dessus de la colline. Et il y a ceux qui vivaient en bas de la colline. Ceux qui vivaient en bas de la colline, c'était la famille de la chaufferie. C'était entre eux, les cousins, tout ça là. Ça commence à grouiller dans le quartier que l'esprit de Tata Rose se balade avec un cercueil à partir de 21h. Oh!
Comme je te dis là, que l'esprit de la maman là se baladait au quartier avec un cercueil. Je ne sais pas si c'était une légende, nous on était petits, je ne sais pas si c'était vraiment vrai, mais c'était une information que personne n'a négligée. Que elle se baladait que là-bas en bas, elle cherchait son meurtrier. Donc ça faisait que, à l'époque, mon papa il était taximan. Ça faisait que quand 20h le trouvait dehors, qui n'est pas encore entré au quartier, il ne rentre plus, il reste là-bas, il va dormir dans son taxi là-bas en ville, il ne rentre plus au quartier. Pendant un mois, ça grouillait partout que elle sort. Bon, voilà, on a préparé des trucs pour la veiller, tout ça, on a loué les bâches, il fallait que son corps sorte de la morgue. Le jour que le corps est sorti de la morgue, ma maman j'ai vu. J'ai dit j'ai vu. C'est le jour là que j'ai compris que oui, le femme là existe. Alors, il y avait donc des voitures en file indienne avec les phares allumés. Il dit que mon frère, les clignotants, les doubles clignotants allumés, les gars, ils venaient. Il y avait plus de 20 voitures. Quand ils ont garé, le monsieur est entré dans la maison. Il a porté l'écharpe, parce qu'il était en costume, il a porté l'écharpe. Et tous avaient une écharpe rouge. Ils sont tous sortis de la voiture. Quand ils sont sortis de la voiture, mon frère, le quartier a commencé à paniquer. Ça, c'est le qui? Ça, c'est le quoi? Ça, c'est le qui? Il dit que ce sont ses collègues du travail. Tu sais, quand quelqu'un décède, le jour de la veillée, il y a toujours des mamans là qui sont auprès du corps, c'est pas, chasse les mouches, elles sont là, elles suivaient le corps. Alors cette maman était dans la chambre funèbre. Là, il demande, le monsieur là, monsieur Albert, il demande aux mamans là de sortir. Les mamans sont sorties. Quand ces gens sont entrés, ils ont fermé toutes les portes et les fenêtres. Toutes les portes et les fenêtres. Selon ce qui s'est dit ce jour, parce que quand ils ont fini ce qu'ils avaient à faire là-bas, ils ont fermé le cercueil. Ils ont dit qu'on n'ouvre plus le cercueil, qu'on enterre. Selon ce qui se dit, apparemment, ils avaient retiré le cœur de Tata Rose. Ils ont retiré son cœur. Et, mon frère, tout ça pourquoi? Quand ils ont retiré son cœur, ils sont partis. On est resté enterré. La maison que M. Albert avait construite est hantée jusqu'aujourd'hui. Il dit la maison là, quand il a enterré sa femme, parce que la femme était enterrée dans la concession, dans sa concession là, où il a construit sa maison, non loin, peut-être à 10 pas de la maison. Donc, la maison est hantée jusqu'aujourd'hui. Il est obligé de fuir la maison pour aller construire ailleurs. Ce monsieur vit aujourd'hui. Il continue de vivre. Et il a déjà fait trop de dégâts dans sa famille. Il a déjà fait trop de dégâts jusqu'à même ses propres enfants. Il dit ses propres enfants l'ont fui. Il y a un de ses fils, son premier fils. Aujourd'hui, il déambule au quartier, c'est devenu un kleptomane de feu. Il dit, ils ont une belle maison. Mais il ne vit pas là-bas. Il squatte chez ses oncles, chez ses tantes, il squatte. Mais comme il vole beaucoup, personne ne veut le garder. Donc il squatte un peu partout. Il fume la drogue comme un fou. Il est presque fou même. Son deuxième fils, on ne sait pas là où il est parti. Depuis des années, on ne sait pas. Sa fille, bref, tous les enfants sont dispersés comme ça. On ne sait pas là où ils sont. Et il y a beaucoup de morts au quartier qui lui sont attribués. Beaucoup de morts suspects. Beaucoup de morts suspectes lui sont attribués. Parce qu'il y a des morts là-bas que, dans la condition là, que quelqu'un se couche comme ça là, il a causé avec nous. J'ai perdu un ami comme ça. On a joué le ballon en soirée. Sa maman vendait la nourriture, les beignets haricots le soir. On a mangé les beignets haricots. C'est au Cameroun, quand on mange des beignets haricots, on reste là, on table d'hiver, on parle du foot, on parle un peu de l'école, tout ça là. Le matin, on l'a trouvé mort. Donc,
La maison là, elle est hantée jusqu'aujourd'hui. Et les gens ne font que mourir dans cette famille-là de façon suspecte jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui meurent toujours là-bas. Jusqu'aujourd'hui. Donc, on peut dire que vraiment, les gars, prions. Prions. Même si tu marches avec quelqu'un, quand tu le vois qu'il commence déjà à avoir un argent là, que quand tu regardes son travail, ça ne correspond pas à ses dépenses, pardon, faut fuir, faut le laisser. Soyons vigilants. Prions. Prions parce que la prière est le seul mot d'ordre laissé par Jésus-Christ. Priez les amis. Priez. La prière est très importante. Priez, ne laissez pas le diable vous séduire parce que le diable, il prête juste de l'argent. Il vous prête, vous allez rembourser ça, soit au prix de votre vie, soit au prix de la vie de vos proches. Maintenant, à quoi même tout ça va servir? L'argent, les maisons, les voitures, tout ça là, un jour, on va tout abandonner, on va tout laisser. La nature va casser les immeubles qu'on a construits, ça va tout balancer au sol. On va se tuer, on va s'entretuer. Pourquoi on va aller signer des pactes avec le diable? Alors que la vie simple, c'est avec Jésus-Christ de Nazareth. Avec Jésus, on est en paix. Avec Jésus, on est content. Même si tu dors sans manger, mais quand tu as la paix du cœur, ça va. Vous voyez tous ces gens qui sont dans les sectes là, ils n'ont jamais le poids parce qu'ils ne dorment pas. Les conditions du diable sont très rudes, les amis. Sont très rudes. Excusez-moi d'avoir été long. Il fallait à tout prix que je raconte cette histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez, s'il vous plaît. Bonjour DMG, bonjour toute la communauté DMG. Je suis du Congo-Brazzaville. En fait, j'écoute vos histoires depuis plusieurs mois déjà et vos histoires m'édifient énormément. Je vous remercie pour la chaîne DMG. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous protège, que Dieu vraiment soit avec vous. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de mon père, l'histoire que moi-même j'ai vécue. En 2020, après le confinement, mon père ne travaillait plus. Au boulot, on lui avait dit que ce n'était plus possible pour lui de travailler. Ils avaient juste avancé quelques raisons bizarres. Alors, il est arrivé à la maison et il nous a expliqué, on a dit d'accord, mais ne te décourage pas, ça va aller. Il est resté comme ça, il a cherché, vu que c'était un électricien, il faisait seulement les copes. Mais lorsqu'il faisait les copes, donc il finit de travailler dans la semaine, par exemple, il débute lundi, il finit le samedi, pour le payer, c'est difficile. Si on devrait, par exemple, lui donner 500 000, on va seulement lui donner 30 000 et ainsi de suite. On ne lui payait pas cash comme ça. Et après, un jour, son ami, son collègue l'appelle. Monsieur, je tais son nom, je tais le nom. Monsieur, bonjour, oui, bonjour mon ami, ça va, oui, ça va et tout. Mais actuellement, tu es où? J'ai un deal là. Mon père dit, un deal? Oh non, il faudrait que tu partes. Viens, pardon, faudrait que tu viennes vite pour qu'on en parle. Il est parti pour causer avec son ami. Et c'est son ami qui lui dit, mon cher, il y a un deal là, il faudrait qu'on parte dans les villages, voilà, là où il travaillait avant. À l'époque, là où il travaillait, il faudrait qu'on parte, mais par jour, on va te remettre, voilà, on va te remettre 50 000 si je ne me trompe pas comme ça. Par jour, on va te remettre 50 000 francs. J'ai dit, ah d'accord, ça marche. Il n'avait pas le choix, hein. Il n'avait pas le choix que de repartir là-bas. Il n'avait pas le choix parce que, en tout cas, on vivait, je ne sais pas comment expliquer, hein. Deux fois, on mangeait des trucs bizarres. Il n'y avait presque rien à manger à la maison. Il est parti. Il est parti, il est revenu. Donc, il partait le matin et revenait le soir. Il est parti. Et après, le deuxième jour, on leur a demandé les livrets. Lui, il est venu à la maison.
Il a dit, en tout cas, mon livret là, il faudrait que je parte avec demain parce qu'on a obligé les livrets. Grâce à ce livret là, je vais obtenir, voilà, j'aurai quelques postes encore. On a dit, d'accord, il avait laissé son sac sur la table à manger ainsi que son livret. Et le livret était dans le sac. Moi, je cherchais, je ne sais plus ce que je cherchais. J'ai ouvert son sac, j'ai vu le livret. Je n'avais pas retrouvé ce que je cherchais, j'ai remis le livret dans le sac. Lorsque j'ai remis le livret dans le sac, il se réveille à 4 heures pour aller travailler. Il cherche son livret comme ça, il ne retrouve pas son livret. Il demande à maman, tu n'avais pas vu le livret ici? Il y avait le livret dans mon sac. Et c'est maman qui me dit, ah, demande d'abord à ta fille parce que hier, elle cherchait je ne sais quoi dans ton sac, demande-la. Maman me réveille, ah, tu n'avais pas vu le livret de ton père? J'ai dit, ah maman, si j'avais vu le livret de papa, j'avais vu ça dans le sac. Je n'avais pas touché en fait son livret. Elle dit, ah comment ça? On a cherché, on a réveillé mes soeurs ainsi que mon frère. On a cherché dans toute la maison, on n'a pas retrouvé le livret. En tout cas, le livret avait disparu. C'est compliqué. Il a dit, ah mais d'accord, je fais comment? Je n'ai pas le choix, il faudrait que je parte seulement. Il est parti. On est resté à la maison, on a cherché le livret, on a cherché, on a fouillé le livret, on a dit, merde, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis partie chez une dame. Ici, chez nous, on appelle ça les cellules de prière. Les cellules de prière. Je suis partie dans une cellule de prière. J'ai expliqué la situation à la dame, à notre bergère. Elle m'a dit, ah, faudrait, compris. On a débuté avec les prières et tout. Je suis revenue à la maison et on n'avait pas. J'ai appelé Angunza, je sais pas. Angunza, c'est genre, je sais pas comment expliquer. Les hommes qui sont forts, qui prient notre totem là. Voilà, chez nous, on leur appelle Ngunza. Bon, c'était un ami de la famille. Je l'ai appelé, il est venu à la maison, il a fait ses gris et tout. Le livret n'est pas sorti, mais il a dit le livre se trouve seulement dans la maison. Il y a eu une main noire qui était venue prendre le livre, mais le livre se trouve seulement dans la maison. Il a fait ses gris et autres. En tout cas, le livret n'est pas sorti. Alors, c'est resté comme ça. On n'a pas retrouvé le livret. Le vieux était très en colère contre moi. Si tu n'avais pas ouvert mon sac, on n'allait pas prendre le livret, machin, nanani, nanana. J'étais tellement triste. J'ai dit, ah, mais pourquoi? Et après, mon cousin est venu à la maison avec un ami à lui qui est Ngunza également. Il est arrivé à la maison. Le vieux lui a exposé le problème. Il a dit, ah d'accord, il faudrait que tu achètes quelques trucs seulement. Tu verras ton livret. Le livret se trouve seulement dans la maison. Il y a eu une main noire qui était venue cacher le livret. D'accord, d'accord. Papa a acheté les trucs malgré la galère, malgré tout ça. Il a fait de son mieux, il a acheté des trucs. Le gars, il a fait ces gris là. Mais je dirais 24 heures plus tard, c'est le vieux lui-même qui retrouve son livret. Il crie. Si j'ai vu le livret, j'ai vu le livret, j'ai vu le livret. Le livret, là, il appelle le gars. Le gars dit, ah, tu vois, le livret était seulement dans la maison. On avait mis le noir pour que tu ne retrouves pas le livret. En tout cas, je ne sais pas. Il y a la sorcellerie partout dans nos familles. Dans nos familles, il y a la sorcellerie dehors, partout. Franchement, c'est très méchant. C'est méchant, trop méchant même. Après l'histoire du livret, il a fait des photocopies et autres au cas où il venait récupérer le livret, il va rester au moins avec les photocopies là. Vu que pour obtenir ce livret là, il a souffert, il a vraiment souffert pour avoir ce livret là. Et après cela, il a retrouvé le livret. Il ne partait plus travailler. Le travail qu'il faisait là, c'était fini, vu que c'était juste un travail en dit d'une semaine, c'était fini. Et après, il ne travaillait plus. Il ne travaillait plus, il restait seulement à la maison, il est cop, il part, il travaille. Pour lui donner l'argent, c'est compliqué. À chaque fois, c'est la même chose. Jusqu'aujourd'hui, vu que je ne suis plus dans la même ville que lui, mais encore souvent, il me dit, ma chérie, je me bats.
il se bat, il se bat, il se bat, mais rien ne change. On est rentré dans la prière, dans les prières intenses, mais je pense qu'un jour Dieu accomplira ses miracles. Il fera la grâce sur lui et je prie que Dieu lui fasse grâce afin que je témoigne sa bienveillance. C'était ça mon histoire. Merci, je vous demande de commenter, de liker, de mettre les cœurs. Merci beaucoup DMG, merci à toute la communauté. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour à la team, bonjour à DMG. Je viens encore une fois aujourd'hui vous conter une histoire qui va être toute brève. Alors, je vous parle de la morale de l'histoire avant même de vous la conter. Dans Matthieu 15, verset 11, il est dit, je crois, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche qui le souille. Je crois que c'est bien ça. Ne disons rien, ne disons rien quand on n'a encore rien fait, parce que nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur qui est devenu veuf après, bien évidemment, la mort de sa femme, et qui, le jour des obsèques, devant tout le monde, était, bien évidemment, encore une fois, excusez la répétition de ce mot, était très touché, très abattu, mais vraiment très effondré. Et dans son désarroi, pendant la cérémonie de la mise en terre, le monsieur a dit « Ah, ma chérie, j'étais tellement trop aimé, maintenant que tu es parti, maintenant que je me sépare de toi, je pense que je ne vais plus jamais, mais vraiment plus jamais, parce qu'il n'y a qu'une seule personne que j'ai aimée sur cette terre, c'est toi. Je ne vais plus jamais me remettre avec une femme. C'est fini. C'est bon, c'est juré, je te le dis, tu as ma parole, ma chérie, parce que on se disait ça et tu sais ô combien je t'aime et donc je ne peux pour rien au monde échanger l'amour que j'avais pour toi avec une autre femme. » Voilà, l'enterrement fut fait. Les jours sont passés, les mois sont passés, les années sont passées. Ce monsieur, comme la mémoire oublie très souvent, et la nature ayant horreur du vide, ce monsieur a commencé à faire la cour aux femmes. Il a commencé à faire la cour aux femmes et nous savons ce qui en résulte de la cour. On finit toujours par passer une nuit ensemble ou des nuits ensemble, mais à chaque fois qu'il passait une nuit avec une femme, le monsieur était persécuté. Et il s'est mis avec une femme, et c'était tout le temps comme ça. La femme commençait à vivre des choses, mais que le monsieur ne voyait pas. À un moment donné, il fallait chercher pourquoi c'était comme ça. Il se sentait toujours étouffé quand il dormait. Et ils sont donc allés, vous savez, je ne vais pas vous apprendre ça, hein, nous sommes bantous, nous sommes africains. Ils sont donc allés en consultation, et donc en consultation, on leur a fait savoir qu'ils dorment à 3. Parce que monsieur avait dit, le jour des obsèques de sa femme, qu'il ne va plus jamais se remettre avec une femme, il ne va jamais trahir sa femme, tellement qu'il avait aimé, et il ne voit pas avec qui il va marchander, il ne voit pas avec qui il peut échanger tel qu'il avait échangé avec les sentiments, hein, en parlant des sentiments bien sûr, tel qu'il les avait échangés avec sa femme qu'il avait tant aimée. Et donc voilà, on leur a dit, ben voilà, c'est la défunte qui est avec vous. Il a changé et il s'est mis à changer. Tout le temps, c'était comme ça. Et donc, les paroles, c'est ce que j'ai dit d'entrée de jeu, les paroles que nous sortons nous rattrapent, nous condamnent. Donc, abstenons-nous de dire certaines choses, que ce soit dans le désarroi, que ce soit dans la colère. Non, restons tranquilles. Voilà, en quelques minutes, comme ça, vite fait, ma petite histoire. Et donc, évitons encore une fois, je dis 3 fois, de dire des choses parce que nous sommes emportés par le souci, par l'émotion, par le désarroi, par la colère. Voilà, je voudrais que tout le monde retienne, moi-même y compris,
qu'il faut, à un moment donné, qu'on se retienne. Voilà ma petite histoire. Je reviendrai très certainement pour d'autres histoires. Je dis à tout le monde bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez. Likez, partagez et commentez. Au revoir à tout le monde. Bye. Ciao à la team DMGT. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour, bonsoir DMG. Ça dépend ça dépend du fuseau d'horaire que vous avez. Aujourd'hui encore, je vais vous raconter une histoire concernant les 2 sœurs à ma mère. Je suis l'haïtienne qui vit aux États-Unis. Votre sœur de sang, j'ose le dire. Comme je vous ai dit tantôt, c'est l'histoire de 2 sœurs à ma mère. Autrefois, ma mère et l'une de ses grandes sœurs vivaient à l'est du pays, là en Haïti, à l'est du pays, mais on venait du nord. Il y a une autre grande sœur qui restait au nord alors. Et les 2 autres, à savoir ma mère et une autre grande sœur de ma mère, elles se sont déplacées pour aller vivre à l'ouest du pays. Et la grande sœur qui est à l'ouest avec ma mère, un jour, elle a décidé d'aller prendre la fille de la grande sœur qui est restée au nord pour venir rester avec elle à l'ouest et l'aider dans sa scolarité et un peu, je peux dire, prendre soin d'elle, une façon d'aider la sœur en question qui est restée en province pour lui aider ou pour lui faciliter la tâche. Et étant donné que ma cousine en question était déjà grande, un peu mature, elle prenait des cours du soir, mais dans la matinée, au cours de la journée, et ma tante a cherché du travail pour elle dans un restaurant, dans un restaurant si je ne m'abuse, si je m'en souviens très bien. Et arrivée là-bas, elle commence à travailler. Et le mari, le restaurant appartenait à un couple. Le mari et la dame, et ils géraient leur truc, quoi. Et le monsieur lui-même, il commence par faire la cour à ma cousine. Et elle est allée se plaindre à ma tante pour dire, alors ma tante, la grande sœur de ma mère, elle est allée se plaindre à ma tante et sa tante aussi pour dire que elle veut laisser le travail parce que le mari de la dame lui fait la cour. Ma tante a dit, il faut pas se mêler de ça. Et ne t'inquiète pas, je vais parler à la dame parce que la dame est ma cousine, est mon amie. Je vais parler à la dame et pour un peu calmer le jeu du monsieur, quoi. Et c'est comme ça. Et peut-être que ma tante n'avait rien fait. Parce que un peu, elle profitait du salaire de ma cousine, tout ça. Et elle n'a rien fait. Et le monsieur lui-même, dans son jeu, il continue à
emmerder ou à taquiner ma cousine, ou si je peux dire comme ça. Et un jour, ma cousine a pété le plomb et elle a dit au monsieur, je suis venue ici à Port-au-Prince pour travailler. Je ne suis pas venue ici pour prendre le mari des gens. Moi-même, j'ai pas envie de coucher avec vous. Si j'avais envie de prendre quelqu'un, je préférais de coucher avec une âne au lieu de te prendre. Je peux dire, âne, c'est chez nous, on dit bourrique. Je préférais, vous connaissez la bourrique, quoi. Je préfère de prendre cet animal au lieu de te prendre. Souvenez-vous, la première fois, je vous ai dit que mon français, là, c'est un peu boiteux, quoi. Je vous demande d'être sage et d'être patient. Merci. Et le monsieur lui a dit, ah bon? Elle a dit oui. Et ça s'est arrêté là. Le monsieur ne lui parle plus. Et c'est arrêté comme ça. Un jour, un soir, ma cousine a rêvé qu'elle faisait le truc avec une bourrique. Et quand elle s'est réveillée, elle touche son devant, ou je ne sais pas. Je tiens à éviter de gros mots. Et elle a vu que sa partie, c'est comme quelque chose qui était en mouvement, quoi. Et elle a sursauté, elle a vu que c'était mouillé, c'était quoi. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai rêvé que je faisais telle chose à un animal, c'est quoi ça? Et c'est comme ça, c'est devenu une habitude, quoi. Et à la fin, elle commence par perdre la tête. Et là, maintenant, elle ne peut plus travailler. Elle parle du jour, le jour et la nuit, elle parle seule, ou elle crie. Et voici la chose, voici l'animal, voici l'âne. L'âne arrive, et il va me faire quoi? Ça va faire mal, ça va faire ceci. Et après, elle crie, elle pousse de grands cris. Et après, elle peut vous montrer comment son devant, comment sa partie intime est mouillée ou c'est un peu élargi. Tu vois que c'est quelque chose d'anormal qui lui est arrivé. Et là, ma tante s'est obligée de l'emmener au nord du pays encore pour retrouver sa mère. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone pour annoncer à sa mère que sa fille est malade, voilà. Et là, on était obligé de l'emmener au nord du pays pour retrouver sa mère. Et c'est en arrivant que ma tante explique à ma tante qui vivait à l'ouest, expliquait à l'autre tante, à ma tante alors, ou la mère de la fille, que voilà, elle pousse des cris, elle parle seule, tout ça. Et ma tante qui vivait au nord, la mère de ma cousine, elle-même, elle s'est allée consulter quelqu'un pour voir ce qui est arrivé à sa fille, quoi. C'est là alors qu'on lui a, que chez nous on dit Ougan ou Boko, excuse-moi, ou Boko, et le Ougan lui a dit que, on peut dire marabout aussi comme vous, et le marabout lui a dit que, lui a expliqué l'histoire, quoi. Et c'est là que tout le monde a su que
que c'était le monsieur du restaurant qui lui a fait ça. Et ma cousine s'est restée comme ça. Elle marche dans la rue, elle est sale, elle parle seule une traite. Elle était très belle, noire de teint. Et elle a de beaux sourires, de beaux yeux. Elle était belle. On l'appelait chouchou de la famille. Et ça, elle est devenue comme une vieille. Elle marche partout. Par contre, elle fait son jardin, quoi. Elle plante ses choses. Elle fait son jardin, tout ça. Mais elle est folle et finit par mourir. Et ça fait jusqu'à présent que ma tante, parfois, elle parle, elle dit que c'est à cause d'elle que si on a perdu cette fille, c'est à cause d'elle. Parce que elle lui a plainté à chaque fois du monsieur et elle n'a rien fait. Elle ne réagissait pas. C'est à cause de ça que la fille a injurié le monsieur et le monsieur s'est réagi lui-même par la suite et a détruit l'avenir de la fille. Et c'est ça mon histoire. Je vous demande de rester concentré sur DMG TV. C'est un concept à féliciter et à honorer. N'oubliez pas de commenter massivement, de partager dans les groupes et partager à vos amis, vos familles, ainsi de suite, massivement. Aimer la page parce que ça donne de la force au mouvement. Parce que ça, je vous dis chapeau encore, chapeau. Passez une bonne journée avec Jésus. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour l'histoire, merci pour tous ceux qui envoient les histoires, merci pour tous ceux qui participent. Si tu as une histoire à raconter, envoie-le sur le numéro à l'écran, c'est le +237 655 81 90 17 et on va jouer ici. Merci beaucoup pour la force. On se prend demain pour une nouvelle vidéo à 12h00. Voilà, ciao.